Oui, monsieur. Oui, c'est bon, très bien. Alors, donc, je rappelle qu'on est en train de traiter le deuxième axe, le fonds de commerce. Après le premier point, les éléments du fonds de commerce, nous avons enchaîné avec les contrats portant sur le fonds de commerce. Donc, nous avons... Pardon? Pardon? Je veux vous poser une question concernant l'enregistrement de la séance dernière. Oui? Oui? Qu'est-ce qu'il a, l'enregistrement? Vous n'avez pas déposé l'enregistrement de la séance dernière. Enfin, comme d'habitude, je ne dépose rien, j'enregistre et c'est tout. Allô? Monsieur, on n'a pas trouvé l'enregistrement de la dernière séance. Donc, on a dû louper quelque chose parce que c'est ce que j'ai fait, enfin, c'est ce que je fais d'habitude au début de chaque séance. Donc, je clique sur enregistrer, comme on l'a fait aujourd'hui. Oui, Ça, monsieur, c'était enregistré, mais on ne sait pas c'est quoi le problème. Est-ce que les étudiants ont la main sur ça? Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, entrer et supprimer un Non, enregistrement? non, Non? je pense pas, monsieur, non. Non, monsieur, elles n'ont pas le droit. Bon. Bah, écoutez, je ne sais pas. Bon, on verra après. Est-ce que vous avez compris enfin, les points que nous avons traités la dernière fois, Oui, monsieur, oui. le privilège du vendeur et la surenchère du sixième? Est-ce que vous les avez, est-ce que ces deux points ont été clairs? Oui, monsieur. Ça fait très bien. Oui, enfin, je vais faire un rappel, mais pas aujourd'hui. Donc, je vais faire un rappel, bon, peut-être un peu plus tard, sous forme d'un QCM. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'avancer sur sur les contrats portant sur le fonds de commerce. Mais il est clair que je vais revenir à la charge et vous faire un rappel, soit sous forme de petit exercice, soit sous forme de QCM, comme on l'a fait pour le commerçant. D'accord? OK? D'accord, D'accord, monsieur. monsieur. Merci. Très bien. Mais dites-moi là, est-ce que je suis en train d'enregistrer? Donc, je pense que là, je suis. Oui, monsieur, il est en train d'enregistrer. Bon, voilà, donc c'est ce qu'on a toujours fait. Je ne sais pas. Bon. OK. Bien, donc la vente du fonds de commerce. Alors, nous avons d'abord insisté sur le formalisme hein, qui est prévu par le Code de commerce. Toute vente est constatée par un acte en la forme authentique ou sous seing privé et l'acte doit mentionner un certain nombre de mentions. Donc, il doit mentionner le nom du vendeur, la date et la nature de l'acte d'acquisition, le prix de l'acquisition spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel. Le contrat doit mentionner également l'état des inscriptions des privilèges et nantissements qui sont pris sur le fonds. Il doit également mentionner s'il y a lieu le bail, la date du bail, la durée du bail, le montant du loyer, le nom et l'adresse du bailleur et l'origine de la propriété du fonds de commerce. Ensuite, nous avons traité les sanctions qui sont prévues par la loi en cas d'absence ou d'inexactitude de l'une de ces mentions. Donc, lorsque l'une de ces mentions ne figure pas dans l'acte de vente, l'acheteur peut demander l'annulation du contrat. Mais vous l'avez noté la dernière fois, il ne suffit pas que la mention ne figure pas dans l'acte. Encore faut-il qu'il y ait donc un préjudice. Il faut qu'il y ait un lien de causalité entre le préjudice et l'absence de la mention dans l'acte. Mais en tout état de cause, quand il y a une mention obligatoire qui fait défaut et quand il y a un préjudice, l'acheteur, et pas le vendeur, l'acheteur peut demander
l'annulation du contrat. Lorsque les mentions figurant à l'acte sont inexactes, toujours l'acheteur et pas le vendeur, je pense que ce détail, vous l'avez très bien saisi, peut demander soit l'annulation du contrat, soit la réduction du prix, encore une fois, si l'inexactitude du mention lui a porté préjudice. Dans un cas comme dans l'autre, hein, l'action doit être intentée dans un délai max d'1 an à compter de la date de l'acte. Sinon, l'action sera prescrite. Alors, ensuite, nous avons enchaîné avec le privilège du vendeur. Alors, donc, ce privilège du vendeur, il porte bien évidemment sur un montant. C'est-à-dire que ce n'est pas un principe, hein, c'est un privilège, oui, une tièse, d'accord, mais il porte sur un montant. Et donc, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. D'abord, pour sauvegarder les intérêts du vendeur, il doit d'abord l'inscrire au registre du commerce. Deuxième point, c'est qu'il faut faire attention, le privilège doit préciser les éléments du fonds de commerce, hein, parce que sinon, on va considérer que le privilège ne porte que sur les éléments incorporels, c'est-à-dire le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail et la clientèle et l'achalandage. Deuxième point, troisième point, c'est que les prix ils doivent être distincts pour les éléments incorporels du fonds de commerce, pour le matériel et les marchandises. Donc, ça, c'est très important. Donc, il faut noter que les prix doivent être décomposés de manière à ce que j'ai un prix pour les éléments du fonds de commerce, pour les éléments incorporels du fonds de commerce. Il faut que j'ai un prix pour le matériel et il faut que j'ai également un prix pour les marchandises. Alors, le privilège du vendeur, il garantit chacun de ces prix, ou bien ce qui en reste dû, et s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Et c'est là où je vous ai donné un exemple, ou deux, ou trois, je ne me rappelle plus. Donc, un exemple où le vendeur qui vend son fonds de commerce, il détaille par bloc les prix de chacun de ces éléments et que l'avance avancée par l'acheteur et s'impute d'abord sur le prix des marchandises, donc on considère que les marchandises ont été totalement payées. Ensuite, sur le reliquat, on considère que le matériel est également payé. Et s'il ne reste plus rien, eh bien on considère que le privilège doit porter sur les éléments incorporels. Or, ça va dépendre du prix de vente aux enchères publiques. Donc, si le prix de vente aux enchères publiques est insuffisant pour couvrir la totalité du montant dû, eh bien, le montant du privilège ne porte que sur ce qui reste sur la marchandise, sur le matériel et sur les éléments incorporels, mais par rapport au prix de la revente et pas par rapport aux prix initiaux. Voilà. Pour la surenchère du sixième, donc nous avons noté que pendant les 30 jours qui suivent la publicité de la vente du fonds de commerce, les créanciers qui sont inscrits, c'est-à-dire les créanciers qui sont inscrits au registre de commerce en tant que créanciers gagistes, donc ils ont une garantie, particulièrement le nantissement du fonds de commerce. Ou s'il y a des créanciers qui craignent que justement le prix de vente ne désintéresse pas la totalité des créanciers. Donc, ils peuvent faire une opposition. Une opposition, donc, ils peuvent faire une opposition. Alors, un créancier ou plusieurs créanciers, s'ils estiment que le prix de vente est insuffisant pour payer la totalité des créanciers, ils peuvent surenchérir. Donc, ils peuvent proposer un prix supérieur au prix de vente initial, mais ils ne peuvent commencer la surenchère qu'à partir d'une proposition dont le prix est augmenté du 1/6 du prix principal du fonds de commerce
quand je dis non compris le matériel des marchandises, c'est-à-dire le 1/6 des éléments incorporels. Donc, je prends les éléments incorporels, j'ajoute le 1/6 des éléments incorporels et je l'ajoute au prix initial. Et donc, c'est comme ça que je vais faire une proposition. C'est ce que nous appelons la surenchère. Voilà, pour la vente. Alors, je peux vendre un fonds de commerce, oui, mais je peux également faire un apport en société d'un fonds de commerce. C'est-à-dire que lors, par exemple, de la création d'une société, alors le capital peut être constitué, et ça je ne vous apprends rien, je pense que vous avez déjà l'occasion de le découvrir, c'est la somme d'un certain nombre d'apports, n'est-ce pas? Allô, vous m'entendez? Oui, monsieur, on m'entend. Oui, monsieur. Très bien. Ça coupe pas? Donc, votre silence, ça veut dire que ça coupe pas. OK. Alors, donc, des apports qui peuvent être des apports en numéraire ou bien des apports en nature. Bon, bien évidemment, on peut faire des apports en industrie dans certains cas. Mais ce qui est courant, ce sont les apports en numéraire, apports en En numéraire, nature. ou bien des apports en nature. Alors, je peux, en tant qu'associé ou actionnaire, ça dépend de la forme juridique, donc je peux faire un apport, mais cet apport en nature peut prendre la forme de commerce. Donc, je peux apporter un fonds de commerce, n'est-ce pas, à la société. Et donc, c'est la société qui deviendra finalement propriétaire de ce fonds de commerce. Et donc, sachez que le fonds de commerce peut être apporté à une société. Alors maintenant, quand on fait un apport en société d'un fonds de commerce, les associés, les autres associés, peuvent faire une demande en annulation de la société ou de l'apport, parce que sinon, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement du passif déclaré et dûment justifié. Donc on va relire cette phrase. À défaut par les co-associés ou l'un d'eux de former une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement du passif déclaré et dûment justifié. Alors, je vais vous expliquer ça. Alors, nous sommes A, B et C, donc trois associés. Alors, C, qui est un commerçant, il exploite, pas pour l'avoir créé ou pour l'avoir acquis, en tout cas, il exploite un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Et donc, puisqu'il exploite un fonds de commerce, donc forcément, il a des clients, il a des fournisseurs, n'est-ce pas? Et donc, puisque donc, il a des créances, il a des dettes, donc il y a des créanciers. Donc, ce fonds de commerce a un actif et un passif. On est d'accord? Donc, ce commerçant, qui est futur associé dans cette société, il va faire cet apport à l'actif de la société. Donc, il y a un risque. Lequel? C'est que quand vous apportez ce fonds de commerce, donc finalement, vous avez des créanciers, donc vous avez un passif. Et donc, ce passif, il peut être déclaré et la société peut se trouver face à un créancier qui réclame justement son argent. Vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, c'est pour ça que les autres associés, A et B,
ont la possibilité de demander l'annulation de cet apport pour ne pas engager la responsabilité de la société. S'ils ne le font pas, eh bien, c'est toute la société qui est solidaire avec C, l'apporteur du fonds de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire solidaire? Ça veut dire que s'il y a un créancier qui déclare sa créance, si C ne paye pas, eh ben, la société est solidaire avec lui. Ah, s'il ne paye pas, oui, c'est une façon de dire. Mais ça, la solidarité, ça veut dire que le créancier il peut attaquer directement la société et la société donc, va devoir faire face à cette créance. Donc c'est pour ça que la loi a donné la possibilité aux autres associés de demander une annulation de la société ou de l'apport. Bien évidemment, on ne le fait pas systématiquement, donc il faut qu'il y ait quand même un risque. Et c'est pour ça que très souvent, avant de faire un apport du fonds de commerce à la société, les autres associés ils exigent de voir le modèle, ça dépend, hein, ça dépend, est-ce que c'est le modèle 7 ou le modèle 9, est-ce que c'est une personne morale, est-ce que c'est une personne physique, de vérifier est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il n'y a pas de risque, comment en vérifiant ce qu'il n'y a pas d'autres inscriptions. Mais il n'est pas toujours facile d'identifier tous les créanciers parce que, comme je l'avais dit l'autre jour, vous avez des créanciers qui ne sont pas titulaires et qui ne sont pas inscrits. Alors, après la vente et l'apport en société, on peut faire un nantissement, c'est-à-dire donner. Le nantissement, c'est donner, nantissement, c'est donner le fonds de commerce en garantie à un créancier, donc généralement une banque. Alors, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, je vais le rappeler, quand vous parlez des garanties, nous avons deux grandes familles de garanties, les garanties réelles et les garanties personnelles. Personnelles. Alors, par rapport aux garanties personnelles, vous avez donc généralement le cautionnement. Vous avez l'aval. Le cautionnement هو الكفالة عقد الكفالة والaval هو عقد الضمان. Donc vous avez des garanties personnelles, donc c'est la personne qui garantit, donc c'est à travers généralement deux actes qui sont très courants, le cautionnement et l'aval. Et vous avez les garanties réelles. Alors les garanties réelles, donc ça dépend du bien, est-ce que c'est un bien meuble? Meuble ou immeuble? Immeuble, très bien. Si la garantie porte sur un immeuble, on parle d'une hypothèque. Si le bien donné en garantie est un bien meuble, on parle de nantissement. Voilà. Et donc finalement, qu'est-ce qu'un nantissement? Alors le nantissement, c'est une garantie réelle qui porte sur un bien meuble. Alors pourquoi on les appelle garanties réelles? Pourquoi ils sont réels, des garanties réelles? Parce qu'ils permettent deux droits, ce que nous appelons le droit de suite et le droit de préférence. Préférence, ça veut dire que je passe avant les autres créanciers, et droit de suite, ça veut dire que je vais suivre le bien en quelques mains qu'elle passe. C'est-à-dire si je décède, et si le bien passe entre les mains de mes héritiers, le banquier peut suivre les biens, même après mon décès, il peut suivre le bien entre les mains de mes héritiers. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un droit de suite. Voilà ce que c'est un nantissement. Alors maintenant, pour pouvoir financer mon activité, je suis un commerçant, donc je peux proposer à la banque, aujourd'hui on ne propose plus, c'est la banque qui le demande systématiquement, le nantissement du fonds de commerce. Alors par rapport à ce contrat, il y a quand même un certain nombre de points de vigilance. Quels sont les éléments qui peuvent faire l'objet d'un nantissement? Donc faites attention, d'abord première idée,
tous les éléments du fonds de commerce peuvent faire l'objet d'un nantissement, sauf la marchandise. Donc la marchandise, c'est un élément qui ne doit pas être pris en considération lors d'un contrat de nantissement. Alors deuxième chose, deuxième point de vigilance, c'est qu'à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achat local. Donc vous l'avez remarqué, c'est une idée qui revient très souvent. Ça veut dire qu'il faut faire attention, que ce soit lors d'une vente ou d'un nantissement, il faut préciser les éléments du fonds de commerce. Si vous ne le faites pas, on considère que le nantissement ne porte que sur les éléments incorporels. Donc, du coup, les éléments corporels vont sauter du nantissement. Donc, et généralement, c'est pour ça que les banquiers ont des directions juridiques. Et donc, de plus en plus, les banques, ils font appel justement à leur direction juridique pour justement leur préparer des contrats qui frôlent un peu la perfection pour éviter que justement le nantissement ne porte que sur les éléments incorporels et qu'il touche tous les autres éléments. Après enregistrement, l'enregistrement bien évidemment à ne pas confondre avec l'enregistrement de l'acte au registre de commerce. L'enregistrement, ça veut dire que c'est une opération où je passe par la direction des impôts pour payer des droits d'enregistrement, donc des frais d'enregistrement. Quand je dis l'enregistrement, l'acte qui est signé, il doit être enregistré à la perception, au qabada, donc à la perception, et après son enregistrement, le nantissement est constaté par un acte qui est dressé et inscrit comme pour l'acte de vente dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Ce délai, c'est un délai de rigueur. Pourquoi? Parce que si j'inscris l'acte de nantissement dans un délai qui dépasse ce délai de 15 jours, il est considéré comme étant nul. C'est comme si je n'ai pas inscrit le nantissement. Donc c'est pour ça que demain, si vous travaillez dans des banques et vous êtes responsable, bien évidemment, vous traitez avec votre client. Et quand il signe le contrat, il faut faire attention parce que c'est à la diligence de la partie, dans la partie la plus diligente. Vous avez l'obligation de déposer cet acte avant l'écoulement d'un délai de 15 jours. Et bien évidemment, il y a un formalisme par rapport, encore une fois, au contenu de l'acte. C'est que l'acte doit contenir la date, il doit contenir les noms, prénoms, le domicile du propriétaire du fonds et du créancier. Donc, dans mon exemple, le banquier. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport au nantissement, mais moi, je n'ai retenu que les idées qui sont importantes pour vous, partant du principe que vous n'êtes pas des juristes, et donc on ne va pas aborder certaines problématiques qui relèvent, bien sûr, du domaine du pur juriste. Donc là, je ne retiens que des éléments qui sont importants pour vous, que ce soit dans votre mission, si vous évoluez dans des cabinets, ou si vous êtes demain retenu pour recruter par des banques, et vous aurez à traiter avec vos clients. Donc, quand vous dites nantissement, donc sachez que le nantissement, c'est une garantie réelle. Pourquoi? Parce qu'il porte sur un bien meuble, et puis parce que cette garantie réelle permet deux droits, le droit de suite et le droit de préférence. Maintenant, par rapport aux éléments sur lesquels porte le nantissement, donc notez que le nantissement, il touche tous les éléments du fonds de commerce sauf la marchandise. Deuxième chose, c'est qu'il faut préciser tous les éléments sur lesquels porte le nantissement, donc tous les éléments du fonds de commerce. Sinon, on va considérer de plein droit que le nantissement ne comprend que les éléments incorporels, que l'acte il doit être inscrit, il doit être déposé et inscrit dans un délai qui ne dépasse pas 15 jours. Et puis, il y a un formalisme en termes de mention que doit contenir l'acte, particulièrement la date, nom, prénom, domicile, à la fois du propriétaire du fonds et du créancier. Voilà pour le nantissement. Voilà pour le nantissement. Et dernier contrat, c'est la gérance. Alors, c'est quoi cette gérance libre? Donc, c'est une possibilité pour un propriétaire d'un fonds de commerce qui
raisons peut-être d'âge ou pour des raisons de santé, il décide de ne plus exploiter ce fonds de commerce. Il veut quand même rester propriétaire du fonds de commerce. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il signe un contrat avec une autre personne, appelée donc gérant, et c'est cette personne qui va s'occuper de la gestion de ce fonds de commerce, moyennant, bien évidemment, une rémunération. Alors, donc, c'est un contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce concéder ses données, hein, donne totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. C'est-à-dire, je dis à ses risques et périls, c'est-à-dire que ce gérant qui va exploiter ce fonds de commerce ne peut pas vous dire que je ne suis pas le propriétaire, je ne suis pas l'exploitant et donc je ne cours aucun risque. C'est lui qui va courir tous les risques. Ce gérant libre n'est pas un riche, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Il a la qualité de commerçant et au même titre que le commerçant, au même titre que le propriétaire ou l'exploitant du fonds de commerce, il est soumis à toutes les obligations qui découlent, n'est-ce pas, de cette qualité de commerçant que je rappelle brièvement, tenir une comptabilité, ouvrir un compte, s'immatriculer au registre de commerce, etc. Pour ne retenir que les obligations qui sont prévues par le code, imposées par le code de commerce. Alors ça c'est un point important, jusqu'à la publication du contrat de gérance libre, parce qu'il doit être publié au tribunal de commerce, et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds. Ça veut dire qu'il y a un délai de 6 mois pendant lequel moi-même qui suis propriétaire ou bien exploitant du fonds de commerce, je reste responsable. Je reste responsable solidairement, يتضامنيا يعني كنتضامن مع الجيران. إذا كيتسالوا مثلا شي واحد أنا كنبقى ريسبونسابل بوندون 6 mois إلا ما خلصش هو نخلص أنا. مثلا إلا كانت شي ضريبة في هاد لي 6 mois وما خلصهاش لو جيرون كنبقى أنا مسؤول. Il ne suffit pas de signer le contrat. Ça veut dire que la signature du contrat ne me libère pas. Je reste quand même pendant 6 mois responsable et je reste responsable solidairement, ça va mon lien, avec le gérant libre de toutes les dettes qui sont contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds. Voilà, donc j'ai essayé d'être un peu bref, parce que là encore, la gérance libre sur un thème, c'est un thème sur lequel on peut discourir à perte de vue. Donc, je n'ai retenu que les idées maîtresses par rapport au contrat qui portent sur le fonds de commerce. Alors, donc, on les rappelle brièvement. Donc, c'est la vente du fonds de commerce, c'est l'apport en société du fonds de commerce, c'est le nantissement du fonds de commerce et la gérance libre. Est-ce que c'est bon? Allô, allô, allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Alors, j'espère que j'ai quelques questions ici en relation avec l'axe. Donc, on va faire une petite révision. Voilà, très bien. Donc, ça va, c'est visible? Oui, monsieur, c'est visible. Très bien. Alors, donc, le fonds de commerce, est-ce que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités? Donc, c'est la même phrase qui va revenir. Ce que je change, c'est la nature. Est-ce que c'est un bien meuble? Monsieur, c'est un bien meuble incorporel. Meuble Très bien. incorporé. Donc, c'est un bien meuble. Donc, c'est A. C'est A1. Très bien. Très bien. C'est-à-dire, il est meuble, mais il n'est pas corporel. Il n'est pas immeuble, mais il est incorporel. Il n'est pas immeuble, il n'est pas corporel. Ni immeuble, C'est ni... bon? Oui, monsieur. Donc là, la bonne réponse, c'est A. Très bien. Alors, question suivante. Les contrats portant sur le fonds de commerce. Est-ce que c'est la vente?
Est-ce que c'est l'apport en société? Est-ce que c'est le lotissement? Est-ce que c'est la gérance libre? Est-ce que vous avez 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses, 4 bonnes réponses? Je vous écoute. Les quatre. Monsieur, les quatre sont Donc, justes. donc c'est A, B, C et D. Très bien. Excellent. Donc, vous voyez bien que vous n'avez pas à préparer votre examen. Tout est clair. Oui, monsieur. Très bien. Question suivante. Alors, maintenant, c'est par rapport au formalisme, par rapport au contenu de l'acte de vente d'un fonds de commerce. Alors, l'acte de vente d'un fonds de commerce, est-ce qu'il doit contenir le nom du vendeur, la date et la nature de l'acte, le prix de l'acquisition, en spécifiant distinctement les prix, les éléments incorporels du marchandise et du matériel? Est-ce qu'il doit spécifier, doit mentionner l'état des inscriptions, des privilèges et nantissements qui sont pris sur le fonds? Est-ce qu'il doit mentionner le bail, sa date, sa durée? Bien évidemment, le cas échéant. Le bail, la date, la durée, le montant du loyer, le nom et l'adresse du bailleur. Est-ce qu'il doit préciser l'origine de la propriété du fonds de commerce? Quelle est la bonne, à votre avis? C'est A, monsieur. Pardon? A, B, C, D, monsieur. Très bien, c'est A, Monsieur, les B, quatre sont B, C et D. Mon ami, c'est les 4, hein? Vous l'avez oublié ou quoi? Donc c'est 1, 2, 3 et 4. Donc c'est A, B, C et D. Ça va, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, Très monsieur, bien. c'est Très bien. Question suivante. Lorsqu'une des mentions prescrites par la loi ne figure pas dans l'acte de vente du fonds de commerce, est-ce que c'est l'acheteur qui peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice? Ou est-ce que c'est le vendeur qui peut demander l'annulation du contrat si l'absence de cette mention lui a porté préjudice? C'est A, monsieur. C'est l'acheteur. A. Pardon? A, c'est A. A. Très bien, donc c'est. Alors, lorsque les mentions qui figurent à l'acte de vente, cette fois-ci, sont inexactes, est-ce que l'acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix si l'inexactitude des mentions lui a porté préjudice? Ou est-ce que c'est le vendeur qui peut demander l'annulation du contrat ou la L'acheteur, réduction? monsieur. A. Donc, c'est l'acheteur. Toujours A. Mais faites attention, par exemple, là, quand je dis l'acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix si l'inexactitude des mentions lui a porté préjudice, je peux par exemple vous dire l'acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix, même en l'absence de préjudice. Donc il faut même qu'il y ait, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il faut faire attention. Donc il faut lire avec beaucoup d'attention. Donc il faut lire la proposition. Parce que je peux commencer par une proposition qui va vous paraître un peu évidente. L'acheteur peut demander l'annulation du contrat ou la réduction du prix, même si l'inexactitude de la mention ne porte pas préjudice. Donc ça, c'est pas une bonne réponse. On est d'accord? Allô? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, c'est Vous avez compris, vous voyez où est-ce que je veux en venir. C'est-à-dire, il faut lire avec beaucoup attentivement la proposition. Oui, monsieur. D'autant plus que vous avez tout le temps matériel nécessaire pour répondre. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire dans la précipitation. C'est vrai, il faut être un peu rapide, mais ne confondez pas rapidité et précipitation. Alors, donc là, c'est une question qui porte sur la surenchère du 6e.
Alors, donc, vous avez un fonds de commerce. Donc, là, vous notez, s'il vous plaît. Donc, vous avez un fonds de commerce qui est constitué par les éléments suivants. Vous avez marchandises 130 000. Vous avez le matériel 100 000. Et vous avez les éléments incorporels qui valent 300 000. Donc, ce fonds de commerce est proposé à la vente pour un prix de 530 milliards. Alors moi, en tant que créancier, j'estime que ce prix de 530 milliards ne serait pas de nature à désintéresser tous les créanciers. Quand je dis ne permet pas de désintéresser, c'est-à-dire que 530 ألف درهم ما كافياش باش نخلصوا بها tous les autres créanciers. هادشي اللي قلت دابا بالفرنسي. الو؟ Oui, monsieur. دونك غيتباع ب 530 ألف درهم ولكن كتبان لي انا اون طونك كريونسي بان هاد 530 الف درهم ما كافياش دونك جو بو فو بروبوزي نتوما لي زوطر كريونسي غنقول لكم انا ناخذو وغادي نزيدكم شي بركه. هاد البركه اللي غادي نزيد واش هي 50000 واش 60000 واش 580000 ولا 530000. الو؟ Donc lisez attentivement les propositions. Donc le montant de la surenchère du sixième en cas de vente aux enchères, est-ce qu'il sera égal à sera égal à 50 000 ou 60 000 ou 580 000 ou 530 000. Monsieur C. Justement, c'était un piège. C'était un Non, piège. monsieur, parce que la somme, monsieur, il y a les marchandises, matériels ou éléments incorporels, là, c'est égal au total. Là, répondez d'abord à la question. On va s'expliquer. Est-ce que c'est A ou B ou C ou D? D. Monsieur C. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? A, monsieur. Très bien. Pourquoi A? Parce que les éléments incorporels, c'est 300 000 divisé par 6, sixième. Excellent. Très bien. Donc, vous prenez les éléments incorporels, donc les 300 000, vous divisez par, ou vous multipliez par le 1 sixième. En multipliant 300 000 par le 1 sixième, vous avez 50 000. Donc, le montant de la surenchère du sixième, c'est 50 000. Mais si la question était le montant proposé pour la vente de ce fonds de commerce, ça sera 580 000. Allô? Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il faut faire attention à la proposition. Là, la proposition ne porte pas sur le montant total du prix de vente, elle porte sur le montant de la surenchère. Le montant de la surenchère, alors, nous avons donc un prix total de 530 000. Le détail, c'est 130, 100, 130, 100 Et et 300. 300. Donc nous avons 130 pour la marchandise, nous avons 100 000 pour le matériel et nous avons 300 000 pour les éléments incorporels. C'est ça? Oui, monsieur, Donc oui. il faut faire attention à la question. C'est la question, hein. Il n'y a pas de bonne réponse dans l'absolu. Ça dépend de la question. Si la question porte sur le montant de la surenchère. Surenchère. Alors si la question porte sur le montant de la surenchère, c'est-à-dire, je vais le dire en dialecte, شحال غادي نزيد, le montant de la surenchère. À ce moment-là, je prends les 300 000 et je multiplie par le 1 sixième. Donc, si vous multipliez 300 000 par le 1 sixième, la bonne réponse, c'est 50 000. c'est 50 000. Mais si je vous dis, si dans ma proposition, je vous dis
le montant du prix de vente proposé par le créancier. Donc là, ce n'est plus le montant de la surenchère, là c'est le prix de vente. Oui, c'est 570 Allô? euros. Voilà. Donc, puisque c'est le prix de vente, donc je prends 530 000 plus 50 000. 300 000 fois le 1 sixième qui est égal à 580 000. Donc, si la question porte sur la surenchère, la bonne réponse est 50 000. Si la question porte sur le prix de vente proposé, eh ben, la bonne réponse est 580 000. Donc, il faut lire attentivement la question. Monsieur, le Est-ce que prix vous de avez vente. compris? Monsieur, Oui, monsieur, le prix de vente oui. aux enchères. Aux enchères, bien sûr. Ouais. D'accord, monsieur. C'est-à-dire d'abord le fonds de commerce qui soit d'abord الثمن 530,000 درهم. إلا بعناه ب 530,000 درهم ما نخلصوش به طول لي كريونسي. كنجي انا ككريونسي كنقترح لكم كنقول لكم راه غنزيد شي بركه وبيعوه ليا انا. هذيك البركه اللي غادي نزيد ما يمكنش تكون قل من 50,000. هذا هو الانتيغي ديال هاد لابارتي. Si je dois proposer quelque chose, eh ben, je dois proposer au moins un prix, n'est-ce pas, supérieur à celui qui est proposé, n'est-ce pas, 50 000 dirhams. Je ne peux pas proposer, par exemple, 40 000 ou 45 000. Je dois absolument proposer 530 000 plus 50 000. Le minimum, c'est 50 000. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle surenchère du sixième. Vale? Vale, monsieur. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Donc, je pense on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 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 il y a d'autres questions. Tant mieux. Donc, ça va nous permettre un peu de réviser donc, dites-moi. Le privilège, voilà, le privilège du vendeur. Voilà. Alors, donc nous avons un fonds de commerce qui est vendu à un prix total de 750 000. Je vais noter en même temps. 750 000. 750 000 répartis comme suit. Marchandises 250 000. Marchandises. Matériel, qu'est-ce qui se passe? Matériel 120 000. Matériel 120 000. Les éléments incorporels 380 000. Les éléments incorporels. Ça va, c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Donc, moi, je vends mon fonds de commerce. Le prix total, c'est 750 000 dirhams. J'ai précisé, donc j'ai détaillé les prix de vente par élément. Donc, 250 000 pour la marchandise, 120 000 pour le matériel et 380 000 pour les éléments incorporels. Alors, le gars, il m'a avancé 350 000. Donc, l'acheteur avance 300. Et donc, le montant restant dû, le reste, c'est 400 000. C'est bien ça. Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur. Très bien. Très bien.
Alors, donc, l'acquéreur, il m'a avancé 350 000, mais pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu payer les 400 000 qui restent, donc il n'a pas respecté ses engagements. Alors, moi, en tant que vendeur, donc c'est pour ça que j'ai inscrit le privilège, donc je peux faire valoir ce privilège. Et donc, je demande à ce que le fonds de commerce soit vendu aux enchères. Sauf que, en le vendant aux enchères, son prix total, il passe à 500 000. Donc, on n'est plus vraiment dans les 750 000. Donc, le prix aux enchères, c'est 500 000. Alors, le détail, 280, donc 280, et je pense le reste, c'est 220, c'est ça? Donc, marchandises, matériel. Alors, dites-moi, est-ce que le compte est bon? Et les éléments incorporés. 200, et ça fait 400, 480, ça fait 500. OK. Voilà, donc là, ce sont les données. Question. Est-ce que le privilège, il porte sur 240 000? Est-ce qu'il porte sur 420 000? Est-ce qu'il porte sur 204 000? Ou est-ce qu'il porte sur 400 000? Je vous écoute. Vous êtes en train de calculer? Oui. Ah, ok, très bien. Alors, D, ok, donc on va vérifier. Alors, je reçois 350 000. Donc, sur les 350 000, je considère que la marchandise a été totalement payée. Donc, j'oublie la marchandise. OK? Donc, il reste, sur les 350 000, il reste 100 000. C'est bon? Allô? Oui, monsieur, c'est bon. Donc, pour la marchandise, je vais mettre 0. Oui, monsieur, c'est bon. OK. Donc, pour la marchandise, c'est 0. Après, le matériel. Donc, j'ai 100 000 qui est après avoir donc, payé la marchandise, moins 120 000. Donc, j'ai moins 20 000 sur le matériel. Donc, matériel, le montant auquel je peux prétendre, c'est 20 000. Les éléments incorporels, pour les éléments incorporels, donc sur les 380 000 dirhams, je n'ai rien encaissé parce que les 350 000 dirhams ont été épongés par la marchandise et une partie du matériel. Donc, mais rien sur les éléments incorporels. Donc, logiquement, sur les éléments incorporels, il reste encore 380 000. On est d'accord? Oui, monsieur. Mais malheureusement, ces éléments incorporels ne valent aujourd'hui que 220 000. Donc, le privilège, il porte sur 240 000 dirhams. Et c'était la première réponse. Allô? Monsieur, C'est pas T parce que c'est vrai que quand vous m'avancez 350 000,
C'est normal, le reste est 400 000. Or, moi, pourquoi je vous parle de ce privilège? Pour vous dire, faites attention, le privilège ne porte pas sur 400 000, il ne porte que sur les éléments, n'est-ce pas, sur lesquels vous n'avez pas encore été payé, mais par rapport au prix de vente aux enchères, pas par rapport au prix de vente initial. Est-ce que vous avez compris le principe ou est-ce que vous voulez que je vous donne un autre exemple? Avec un autre exemple, monsieur. Un autre exemple, d'accord. Donc, on va faire simple. Donc, le fonds de commerce a été vendu pour 100 dirhams. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les 100 dirhams? J'ai la marchandise qui vaut 10, le matériel qui vaut, allez, je dis n'importe quoi, 15, et j'ai les éléments incorporels, le reste. 8, 9, 10, donc 75. C'est ça? C'est bien ça? Oui, monsieur. Très bien. Alors, sur les 100, l'acheteur fait une avance de, allez, on va dire de 20 dirhams. OK? Et donc, le reste, c'est combien? 80. 80. Donc, logiquement, le privilège, il doit porter sur 80. Mais malheureusement, si le vendeur n'honore pas, enfin l'acheteur n'honore pas ses engagements, et si je fais valoir mon privilège, donc je demande la vente aux enchères publiques, ça va dépendre du prix de vente de ce fonds de commerce aux enchères publiques. Je ne peux pas prétendre, n'est-ce pas, à 90 dirhams. Tout dépend du prix de vente aux enchères publiques. Donc, admettons que ce fonds de commerce ne valent plus que, allez, donc on va dire marchandises ne valent plus que 5 dirhams, que le matériel ne vaut plus que 10 dirhams et que les éléments incorporels ne valent que 60 dirhams. Donc finalement, il ne vaut plus 100, il passe à 75. Allez, travail à faire. Déterminer le montant du privilège du vendeur. Allez-y. C'est vrai qu'il y a un privilège, mais ce qui est important pour vous, c'est de déterminer le montant, pas le principe. Enfin, si vous posez la question aux juristes, tous les juristes ils vont vous dire on ne voit pas pourquoi il faut consacrer tant de temps à cette question, puisque le privilège, il porte sur le fonds de commerce. Oui, mais quand on va passer aux choses concrètes, il ne faut pas fantasmer sur la chose. Il ne faut pas croire que vous allez vendre le fonds de commerce à 75 dirhams et vous allez avoir les 75. N'oubliez pas qu'il y a d'autres créanciers. Donc, les autres créanciers vont concourir au même titre que vous parce qu'il y a un prix de vente et le prix de vente, c'est 75. Et donc, vous avez un privilège. Il ne faut pas croire que ce privilège, il porte sur 90 dirhams. Le privilège, il porte sur un montant que vous allez déterminer. Allez-y. Monsieur, 65. Pardon? C'est 80 moins 25. 65. Je ne sais pas, donc je ne sais pas, on va le calculer ensemble. Donc, j'ai encaissé 20. Moi, vendeur, j'ai encaissé 20. Donc, je considère que la marchandise a été payée, n'est-ce pas? Donc, j'oublie la marchandise. Donc, par rapport à la marchandise, 0 dirham. Sur les 20, après avoir donc payé la totalité de la marchandise, il me reste 10. Donc, je prends les 10, je récupère une partie du prix du matériel. Donc, pour le matériel, c'est 5. OK? Allô? Oui, monsieur, Allô, on vous allô, entend. Oui, monsieur. 5. Pourquoi 5? Parce que le matériel vaut 15 dirhams
et moi, je n'ai récupéré que 10, n'est-ce pas? Sur le montant de l'avance, je n'étais payé qu'à hauteur, qu'à concurrence de 10. Donc, il reste 5. Donc, le privilège, il porte sur la différence. Donc, 5 dirhams. 5 dirhams tant que la vente du matériel le permet. Hein. Parce que si le matériel ne vaut plus aujourd'hui que 4, vous ne pouvez prétendre qu'à 4. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, tout va dépendre du montant, du prix de vente du matériel. Là, le prix de vente aux enchères, c'est 10. Donc, je peux prétendre à 5. Pour les éléments incorporels, les 20 dirhams que j'ai encaissés ont été répartis entre la marchandise et le matériel. Donc, je n'ai rien encaissé pour les éléments incorporels. Donc, logiquement, le privilège devrait porter sur 75. Mais malheureusement, les éléments incorporels n'ont été vendus que pour 60. Donc, pour les éléments incorporels, je ne peux prétendre qu'à 60. Donc, la bonne réponse, et je pense que vous l'avez trouvée, c'est 65. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon. Là, un troisième exemple. Je pense, monsieur, que ça suffit, on a compris. Très bien. Okay. Alors, pour le même exercice, pour le même cas, si je vous dis que le matériel n'a été vendu que pour 4 dirhams. Alors, le privilège, il va porter sur 60. 60. 6. Là, 64. Pourquoi 64? Parce que sur les 5, je ne peux encaisser que 4. Le maximum, c'est 4. Parce que le matériel, aujourd'hui, ne vaut plus que 4 dirhams. Allô? Donc, Oui, monsieur. Le privilège, il va passer à 64. Donc, faites attention. Donc, je comptabilise le montant restant dû, mais dans la limite du prix de vente aux enchères. ¿Está claro? Donc, il faut que vous ayez toujours, voilà, il faut que vous ayez toujours un œil sur le prix de vente, aux enchères, et pas sur le montant restant dû. Le montant restant dû, c'est 80. On termine avec ça. Le montant restant dû, c'est effectivement dirhams. Le privilège, il porte sur combien? Sur, par exemple, dernier exemple, 64 dirhams. Le reste, c'est 16 dirhams. Et c'est ça. Donc là, je passe avant les autres. Je passe avant les autres. C'est-à-dire que quand on va encaisser le prix de vente, là, désolé, c'est pas 16. Désolé, c'est pas 16. Parce qu'on l'a vendu à 74 dirhams. C'est bien ça. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, monsieur. Non, nous l'avons vendu pour 5 dirhams marchandises, 4 dirhams matériel, éléments corporels 60. Donc, ça fait 69 dirhams. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, le privilège, donc 64. Le prix de vente, c'est 69.
Moi, je passe avant les autres, c'est-à-dire j'aurai mes 64. Il reste 5 dirhams, il sera réparti entre tous les autres créanciers. Les autres créanciers. Même moi, sur les 80, puisque le privilège ne porte que sur 64, le reste de 16 dirhams va poser problème. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus que 5 dirhams sur le prix de vente. Et donc, je serai traité au même titre que les autres créanciers, que nous appelons les créanciers chirographaires. Donc, les 64, j'ai un privilège, donc je passe avant les autres, mais pour le reste, je serai traité sur le même pied d'égalité que les autres créanciers, et tant pis pour nous, parce que nous sommes pratiquement tous, enfin tous les autres créanciers, sommes des créanciers chirographaires. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Voilà, donc finalement, on a fait quand même la révision que vous avez demandé, n'est-ce pas? Et je Oui, pense que pour les deux parties, donc, il n'y a plus aucun problème, aucune difficulté. Donc, nous avons traité la première partie acte de commerce et commerçant. Nous avons traité la deuxième partie fonds de commerce. Et donc, tant mieux, puisqu'on les a fait dans un temps record. Je suis très satisfait. Et puis, on va passer au troisième axe, c'est l'axe droit de société. Donc là, pour l'axe droit de société, donc, il est question de vous faire découvrir un peu le panorama des différentes formes de société. On va commencer d'abord par définir donc la société. Ensuite, je vais faire la distinction entre les deux grandes familles de sociétés, les sociétés civiles et les sociétés commerciales. À l'intérieur des sociétés commerciales, on va faire la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. On va zoomer donc sur les éléments qui permettent de qualifier une société de personnes ou de capitaux par rapport à la toile de fond, par rapport à la répartition du capital et par rapport particulièrement à la responsabilité, pour ensuite enchaîner avec chacune des formes de société. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que, encore une fois, vous n'êtes pas des juristes, mais je vais retenir les éléments clés, ce qu'un économiste ou ce qu'un gestionnaire doit absolument maîtriser, n'est-ce pas, pour parler le langage du juriste, pour comprendre les propos du juriste, et pourquoi pas de faire après, parce que je pense que c'est ça l'objectif, c'est que vous ayez les outils, que vous ayez les skills nécessaires pour intégrer des banques. Et pourquoi pas, justement, et en tout cas c'est mon souhait, que vous puissiez travailler dans des banques d'affaires et faire des montages financiers. Et justement, c'est dans le cadre de ces montages financiers que le choix de la forme juridique est important. C'est-à-dire que dans les salles de cours, on présente les différentes formes juridiques de société de manière un peu simpliste et donc forcément lacunaire. Mais dans la vraie vie, pour les financiers, les montages financiers font appel au droit, j'ai envie de dire beaucoup de droit. Et c'est là où, par exemple, quand je propose la transformation d'une société anonyme en une société en commandite par action, le problème n'est pas d'ordre juridique, c'est d'abord d'ordre financier. Et donc, ce sont des choses de ce genre que je vais partager avec vous au-delà de la présentation de la forme juridique. Donc, à partir de la séance prochaine, et encore une fois, donc ça sera à la même heure, donc à partir de 16h, 16h45. Enfin, désolé pour les... Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez changer l'horaire de la séance? Enfin, j'ai essayé de le faire la semaine dernière et vous l'avez constaté, donc je n'ai pas pu le faire. Enfin, je préfère quand même que l'on fasse un petit effort. Il ne reste plus que 3 semaines. Hein. Ben, déjà la semaine prochaine, je pense qu'il n'y a pas cours parce que vous serez en vacances, n'est-ce pas? Oui, oui, monsieur. Voilà, donc vous allez faire encore une fois un effort ce jeudi. Après Ramadan, on trouvera une autre formule. Mais je sais que ce qui vous dérange, vous, c'est Ramadan parce que vous voulez quand même donner un coup de main pour votre... N'est-ce pas? Vous avez votre touche à apporter, donc désolé. Hein. Merci, monsieur. En tout cas, vous êtes des
étudiant studieux, donc si vous n'arrivez pas à suivre, donc vous allez avoir la séance qui est enregistrée, donc vous pouvez la réviser à tête reposée. Mais je sais que vous êtes des étudiants studieux et donc vous voulez poser des questions et donc vous voulez participer. C'est vrai que il n'y a pas mieux que le live, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bon. Très bien, donc je vous dis à jeudi, Inch'Allah. Oui, monsieur. Allez, portez-vous Monsieur. bien. Portez-vous bien. Merci, monsieur. Merci, Allez, au revoir. monsieur. Merci à vous Merci, monsieur. Au revoir. et à jeudi, Inch'Allah. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'arrête l'enregistrement.